Le soleil attire la vie à lui. Dans la forêt tropicale d'Amérique du Sud, la couronne des arbres atteint 40 mètres. Dominée par quelques cimes émergentes qui culminent à 60 mètres au-dessus du sol. Ces hauteurs vertigineuses abritent un écosystème sans pareil. Les habitants de la canopée vivent au-dessus du vide. Les espèces pourvues d'ailes sont largement avantagées dans ce monde où chacun compte bien trouver sa place. Chaque espèce, d'une manière qui lui est propre, a su s'adapter à ce milieu terrestre parmi les plus extrêmes. Dans la canopée, la moindre maladresse peut entraîner une chute mortelle. Alors que le soleil de l'aube inonde de lumière les cimes des arbres, le tapis forestier humide reste plongé dans l'obscurité. Moins d'1% des rayons du soleil filtrent jusqu'au sol. Ils sont dans leur quasi-totalité absorbés par l'épaisse barrière des feuillages. Peu de végétaux survivent dans cette pénombre. D'où la quête éperdue de lumière pour beaucoup d'organismes. Au fil de l'évolution, la nécessité de sortir de l'ombre de leurs congénères a accéléré la croissance des plantes des forêts tropicales humides. Guidées par le soleil et la lumière, certaines espèces ont renoncé à un tronc robuste, d'autres au contact avec la terre. En prenant de la hauteur, la végétation devient plus foisonnante. 1 hectare de forêt représente 40 tonnes de feuilles, lianes et autres plantes épiphytes. La canopée se déploie à 40 mètres de haut. Seuls quelques arbres émergent de cette strate et culminent parfois à 60 mètres. C'est dans leur cime que vit l'un des plus grands rapaces des régions néotropicales, la harpie féroce. À l'âge adulte, cet aiglon doté de puissantes serres fera régner la terreur sur la canopée. Mais pour l'heure, il doit faire face au seul danger qui le menace, le soleil. À l'étage supérieur de la forêt, les températures avoisinent les 40 degrés et s'accompagnent d'une sécheresse extrême. Le paresseux fait le plein de soleil. La température corporelle de ce mammifère chute rapidement. Comme chez les reptiles, elle dépend des conditions extérieures. Mais la canopée abrite d'autres animaux tout aussi singuliers. La canopée est changeante, inaccessible et inexplorée. Elle donne aux forêts tropicales, qui s'étendent à perte de vue, leur aspect ondoyant et mystérieux. On estime à 30 millions le nombre d'espèces de ce réservoir de biodiversité. À ce jour, seuls 10% d'entre elles sont inventoriées. La flore est beaucoup plus importante que la faune, principalement constituée de minuscules insectes tels que les coléoptères. Les colibris se démarquent dans ce paysage. L'énergie qu'ils puisent dans le nectar des fleurs
leur permet de voler sur place. Leur plumage iridescent est leur signe distinctif. Les grands animaux sont rares dans la canopée. Les singes ne restent jamais seuls. L'union fait la force pour repérer les ennemis. C'est pour cette raison que les singes capucins se sont alliés aux saïmiris. Ce jeune singe est le petit dernier du groupe de saïmiris. Il se déplace déjà avec agilité sur les branches les plus fragiles, mais il se laisse trop souvent distraire. Et dans ce cas, il peine à rattraper les autres. Dans un habitat où le danger est omniprésent, vivre en groupe assure la sécurité des plus vulnérables. Les fruits de la canopée sont petits et difficiles à atteindre. Et quand on s'arrête pour se sustenter, on se fait inévitablement remarquer. Mais les fruits ne sont pas la cible de ce marguet. Ce félin, surnommé chat-tigre, grimpe aux arbres avec une aisance inégalée. Pourtant, la plupart de ses tentatives d'approche restent sans succès. Une fois de plus, sa proie lui a échappé. Avec ses articulations pivotantes, son corps élancé et sa longue queue stabilisatrice, il est fait pour se déplacer dans les arbres. Il inspecte les moindres recoins à la recherche de petits mammifères, d'oiseaux ou de reptiles. Il s'aventure sur une piste sans crainte, malgré les fines branches qui peuvent casser à tout moment. En dessous de lui, il n'y a que le vide. Le félin déambule à des hauteurs vertigineuses. Une chute serait inévitablement mortelle. Pour survivre, il faut s'accrocher. Le jeune saïmiri le sait instinctivement. Quitte à affronter un nouveau danger, le marguet a repéré le groupe de singes. Ces derniers viennent de découvrir des branches pleines de fruits. Aussi délicieux soient ces fruits, il existe des friandises bien meilleures encore. Le petit saïmiri a déniché un fulgore porte-lanterne, un insecte plus gros que son poing. Grâce à son pouce et ses 5 doigts, il peut le décortiquer facilement. Les capucins aiment grimper tout en haut des arbres. De ce mirador, ils peuvent garder un œil sur les alentours et monter la garde en permanence. Ils sont une proie de choix pour les harpies féroces. Tous comprennent ce que veut dire ce signal. Une harpie est en chasse. Le benjamin tente de fuir, lui aussi, mais il rate la branche et se précipite dans le vide. Il se rattrape au dernier moment. La harpie a choisi sa cible.
elle passe à l'attaque. Un des capucins est resté à la traîne. Le rapace dépaisse soigneusement le cadavre pour pouvoir le transporter. Dans sa chute, le jeune Saïmiri s'est blessé la main. Pire encore, il s'est enfui dans la mauvaise direction et le reste de sa famille est déjà loin. Seul et sans la protection du groupe, le singe n'est pas sûr de lui. C'est déjà un excellent grimpeur. La morphologie de ses mains le rend agile. Mais il est désormais livré à lui-même. Personne ne répond à ses appels. Il erre dans la forêt, de moins en moins rassuré, prenant garde de ne pas tomber à nouveau. Pour les animaux comme pour les végétaux, le principal enjeu est de se maintenir dans la couronne des arbres. Les épiphytes ont abandonné leur ancrage dans la terre pour mieux s'épanouir à la lumière. Ainsi, les racines des orchidées n'assurent plus le transport de nutriments, mais au moins, elles permettent aux fleurs de s'accrocher solidement aux branches des géants. D'épaisses couches végétales se forment dans cet entrelac de racines et forment de petits jardins dans la canopée, bien au-dessus du sol. Le jeune Saïmiri sait qu'il y trouvera des insectes. Ils constituent la majeure partie de son alimentation. Seul au monde, il doit se débrouiller. Il prend soin de s'abriter derrière les troncs, même lorsqu'il chasse. Il prendrait de grands risques en s'aventurant seul à découvert. Quant au cacique cul jaune, il recherche au contraire les branches les plus hautes et les plus éloignées des troncs pour y installer son nid. Les mâles repèrent le lieu idéal, mais ne participent pas aux travaux. La construction du nid est une tâche qui incombe aux femelles. Elles s'assurent qu'il est solidement accroché afin que la future progéniture soit en lieu sûr. Pour défendre leur fief, les oiseaux n'hésitent pas à livrer bataille. La construction n'avance pas au même rythme pour tous les nids de la colonie. Alors que certains sont encore en plein chantier, d'autres abritent déjà des oisillons affamés. Une colonie compte une centaine de nids, ce qui en fait une cible alléchante pour le boa émeraude. Les fossettes thermosensibles disposées le long de sa mâchoire lui permettent de localiser ses proies. Le cacique cul jaune sait qu'une menace guette la couvée. Les serpents sont d'excellents spécialistes de la canopée.
Leur corps musclé est idéal pour grimper aux arbres et se déplacer de branche en branche. L'iguane vert a tôt fait de repérer le boa. Ce dernier se rapproche dangereusement. Un petit pas de côté suffit pour esquiver. Le serpent ne s'intéresse pas aux animaux à sang froid et passe son chemin. Sans ciller, le boa glisse vers sa cible. Il est capable d'atteindre les extrémités des branches. Dans la colonie de caciques, le niveau d'alerte est à son maximum. Mais tout n'est pas perdu. Le boa ressent comme de légers picotements sur son ventre. Il est sur une fourmilière. Alertés par la présence de l'intrus, des bataillons de soldats sont immédiatement passés à l'attaque. C'est le combat de David contre Goliath, mais les minuscules guerriers sont des milliers et mordent méthodiquement l'assaillant. La supériorité numéraire l'a emporté. Le boa bat en retraite. La colonie de caciques cul-jaune et les nids sont sauvés. Pour l'instant. Ce n'est pas un hasard si ces oiseaux s'installent toujours dans les arbres où vivent aussi des insectes capables de se défendre, comme les fourmis ou les guêpes. Ce nid est constitué d'infimes fibres de bois que les guêpes mastiquent, imbibent de salive et agencent en couches innombrables. Le matériau obtenu ressemble à du papier. Il est robuste et résiste bien aux intempéries. L'entrée de cette forteresse imprenable est microscopique. Le soleil et le vent transforment la cime des arbres en un désert aride. À la fin de la saison sèche, l'eau se fait rare dans la canopée. Les amphibiens arboricoles sont retranchés sous les racines et les mousses. Les broméliacées ont encore de l'eau en réserve dans leurs rosettes. Le petit saïmiri va pouvoir étancher sa soif. Il erre toujours seul au sommet des arbres à la recherche de sa famille. Ses cris restent sans réponse. Sa famille pourrait revenir dans les parages, mais cela risque de prendre du temps. Les groupes de singes évoluent dans de grands périmètres, car ils passent un tiers de leur journée à dénicher de nouvelles sources de nourriture. Ils parcourent chaque jour plus d'1 kilomètre. La famille du saïmiri est déjà bien loin, elle aussi. Au coucher du soleil, elle choisit un lieu où passer la nuit. Il est l'heure de dormir. Les capucins et les saïmiris se partagent un arbre et s'installent comme toujours dans les branches les plus hautes. Ils se blottissent les uns contre les autres pour mieux assurer leur sécurité. Pourtant, l'un d'eux va devoir passer la nuit seul, quelque part dans l'immensité de la canopée. Un rayon de lune
vient caresser le petit singe si loin de tous les siens. La nuit, la forêt se peuple de bruits inquiétants et d'ombres patibulaires. Un jeune singe isolé ne s'y sent pas en sécurité. Est-ce un allié ou un ennemi qui arrive? Le fourmilier nain attend que la canopée soit plongée dans l'obscurité pour se déplacer. Une nouvelle rencontre. Ce mammifère tiendrait dans la main d'un homme adulte, mais lorsqu'il part en quête de fourmis, il déploie son corps dans toute sa longueur. Il s'agrippe aux branches grâce à ses petites griffes et à sa queue préhensile. Les fourmis sont peu nourrissantes car leur corps est surtout constitué de carapaces. Le fourmilier nain doit donc se nourrir beaucoup et économiser son énergie. C'est la raison pour laquelle il est un peu lent. On retrouve cette caractéristique chez son cousin, le paresseux à 3 doigts. Il se nourrit exclusivement de feuilles, pauvres en nutriments. Son métabolisme lent rythme sa vie qui se déroule au ralenti. Le paresseux ne sollicite aucun muscle de son corps pour s'agripper aux arbres. Il garde son énergie pour ouvrir ses griffes. Sa vie n'est pas rythmée par le jour et la nuit. Il dort quelques heures, puis se réveille pour se nourrir. Il a une très mauvaise vue et avance à tâtons. Il semble percevoir le monde de la même façon, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Le marguet, lui, y voit parfaitement pour pouvoir se déplacer dans les branches et chasser. Le petit saïmiri doit rester sur ses gardes. Mais le félin se laisse guider par un autre bruit. Une créature est sur le point de quitter son repère. Elle s'apprête à partir chasser. Elle explore la surface de l'eau grâce à l'écholocation. Des vaguelettes trahissent rapidement la présence de poissons. S'ils remontent trop à la surface, ils tomberont entre les griffes du prédateur. Le poisson piégé est aussitôt englouti par la chauve-souris qui assouvit sa faim, mais aussi sa soif, grâce à sa proie. Elle n'a besoin d'eau de la rivière que par les nuits chaudes en fin de saison sèche. Dans la canopée, un quincajou se réveille. Il a soif, lui aussi. Il connaît les dangers de son environnement. Le boa émeraude en fait partie. Attendre et observer à distance est la meilleure stratégie pour se protéger jusqu'à ce que le champ soit à nouveau libre.
Les broméliacées contiennent assez d'eau fraîche pour étancher sa soif. À 4h30, un nouveau jour se lève sur la forêt tropicale. Les nappes de brume sont les dernières traces de l'humidité qui a apporté un souffle de fraîcheur à la canopée durant la nuit. Mais elles se dissipent dès que le soleil se lève au-dessus de l'horizon. Pour l'instant, il fait encore frais, mais la chaleur va rapidement s'installer. Le boa émeraude est toujours à la recherche d'une proie pour calmer sa faim. Un opossum serait parfait. Mais celui-ci a repéré le danger. Il prend la fuite vers les hauteurs. Une fois au sommet, il n'y a plus d'issue. La résistance de l'air freine sa chute. Avec un poids inférieur à 200 grammes, l'opossum peut atterrir sur une simple branche. Le noctambule invétéré est épuisé. Il se repose alors que les animaux diurnes s'activent autour de lui. Le jeune Saïmiri cherche désespérément sa famille. Toujours aucune réponse. Il va devoir continuer à faire cavalier seul pour l'instant. En fin de matinée, la température a déjà largement dépassé les 30 degrés. Par cette chaleur, impossible de survivre sans une réserve d'eau. Les orchidées résistent à la sécheresse sur les hautes branches en puisant dans leur réservoir d'eau. Pour les épiphytes, la seule source d'hydratation est la pluie. Les arbres ont un avantage considérable. Leurs racines puisent l'eau dans les profondeurs du sol. Sur les plus hautes cimes de la canopée, le nid des harpies est exposé au soleil brûlant. L'ombre se fait rare. L'oisillon dépend entièrement des proies que ses parents lui rapportent, car elles seules peuvent lui apporter l'hydratation dont il a désespérément besoin. Il halète pour refroidir son corps. Il s'hydrate uniquement grâce à la nourriture. Mais le cadavre qu'il picore est déjà bien sec. Il doit attendre que ses parents lui ramènent de la chair fraîche, ce qui peut prendre du temps.
C'est une épreuve redoutable pour lui. La chasse n'est pas fructueuse tous les jours. L'aiglon n'a pas d'autre choix que de se blottir dans un coin et de tenir bon jusqu'à l'arrivée des victuailles. Le soleil se rapproche du zénith et les températures ne cessent de grimper. Chacun cherche à se rafraîchir. Les toucans profitent d'un trou rempli d'eau dans un arbre pour se baigner. Leur bec long et léger leur permet d'évacuer la chaleur et de réguler leur température corporelle. Les singes capucins sont eux aussi en quête d'eau. La couronne des arbres les protège du soleil. À la fin de la saison sèche, ils parcourent des distances de plus en plus grandes pour trouver des points d'eau devenus rares. Dans les cavités des troncs d'arbres, il n'y a rien d'autre qu'une sorte de boue. Le soleil a tout asséché et continue de brûler sans pitié. La petite harpie entend un bruit familier qui la ramène à la vie. Ses parents sont de retour. La chasse a été bonne. Le calvaire touche à sa fin. Le mâle ramène le butin dans le nid. La femelle prend le relais alors qu'il repart pour une partie de chasse. Un cadavre de capucin. L'aiglon peut enfin calmer sa faim et sa soif. La fin de la saison sèche est abrupte. Un orage se prépare, renforcé par l'air chaud. Ce n'est pas une pluie salvatrice. Un véritable déluge s'abat sur la canopée. En quelques minutes, le soleil et la chaleur ont disparu. La pluie est glaçante. C'est une nouvelle épreuve pour les habitants de la canopée. En attendant, les réservoirs d'eau se remplissent.
La pluie pénètre le duvet et atteint par endroits la peau de l'oisillon. Il n'a aucun moyen de se protéger des intempéries qui peuvent durer de longues heures. Peut-être est-ce pour se protéger du froid et de l'humidité que les animaux de la canopée ont un pelage si épais. L'eau glisse sur les longs poils de jarre du paresseux. Ce colibri n'est jamais mouillé. Des gouttes de pluie intactes perlent sur son plumage fin. La forme pointue des feuilles facilite l'écoulement de l'eau. Sous le toit de feuilles, le mieux est encore d'attendre que la pluie s'arrête. Une fois la première grosse averse passée, les fourmis et les termites surgissent de leur nid pour le vol nuptial. C'est un véritable banquet pour les oiseaux. Le petit saïmiri, très avisé, a attendu dans un buisson la fin du déluge. L'humidité persiste, tel un voile brumeux. Mais peu à peu, tous les habitants de la canopée sortent de leur cachette. Une dense frondaison a protégé le marguet de l'ondée. Le fourmilier nain était dans la cime des arbres. Il peut maintenant se désaltérer avec les gouttes de pluie sur les feuilles. En saison sèche, il se contente de s'hydrater grâce aux fourmis qu'il mange. Tout comme le marguet, il doit faire sécher son pelage rapidement après la pluie. Pour les petits mammifères, le risque d'hypothermie est beaucoup plus important. Beaucoup d'épiphytes absorbent l'eau des nappes de brouillard qui les enveloppent. Dans une forêt équatoriale vierge, un climat tropical s'établit naturellement dans la canopée. La déforestation dérègle cet équilibre extraordinaire. Si la forêt perd plus de la moitié de sa superficie, elle s'assèche et meurt. Privés de la canopée, ces habitants qui luttent chaque jour pour survivre dans un environnement extrême disparaissent eux aussi. La pluie a fait chuter la température corporelle du paresseux. Engourdi par le froid, il est encore plus lent. Il doit impérativement se réchauffer au soleil, tout en haut d'un arbre. Il ménage son énergie grâce à la lenteur de ses mouvements.
Le temps paraît bien long au jeune Saïmiri orphelin. S'il a gagné en assurance, la solitude continue à lui peser. Ne serait-ce pas sa famille, là-bas? Il l'aperçoit. Va-t-il réussir à rejoindre ses congénères? Ils sont loin. Il tente alors le plus grand saut de sa vie. Il a retrouvé son clan et perdu sa timidité. Il sait désormais s'affirmer au sein de la hiérarchie du groupe. Il a survécu seul dans la canopée et a gagné en assurance. Chasser de plus grosses proies avec les adultes de son groupe ne lui fait pas peur. Et il n'en a jamais assez. Dans les hauteurs de la forêt tropicale, la vie se montre à nouveau sous son meilleur jour. Mais les défis n'ont pas disparu pour autant. Car la canopée regorge d'épreuves et de surprises.